Perdu dans la campagne ukrainienne, se dresse un radiotélescope géant. Avec ses 70 mètres de diamètre, c'est l'une des 2 installations au monde permettant d'émettre de puissants signaux vers l'espace. Un bon moyen pour adresser des messages aux civilisations extraterrestres. Je m'appelle Alexander Leonidovitch Zaitsev. Mon activité consiste à envoyer des messages vers nos hypothétiques frères de l'espace. Selon certains, c'est une occupation pour excentriques. Mais à mes yeux, c'est une affaire sérieuse. En fait, je considère que c'est une véritable mission. Mais lorsque j'essaie d'expliquer cela, les gens ne me comprennent pas. Rien ne me semble plus cauchemardesque que la perspective d'établir le contact avec une technologie supérieure venue de l'espace. Je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls êtres à respirer et à réfléchir. S'ils étaient intelligents, ils nous auraient déjà contactés. On a vu un immense disque gris, gros comme 3 ou 4 pâtés de maison. J'imagine que ce seront des organismes cellulaires. Venez en paix. Et voilà, elle plonge. Je m'appelle Laurence Doyle et je suis chercheur à l'Institut SETI. Je localise les planètes extrasolaires et j'étudie la communication animale en vue d'une application à la recherche d'une intelligence extraterrestre. Sur notre planète, nous avons la possibilité de nous pencher sur les systèmes de communication non humains. Nous enregistrons des baleines à bosse, des grands dauphins, des baleines grises et d'autres cétacés. L'objectif est d'arriver un jour à décrypter un signal extraterrestre. Les conditions sont excellentes aujourd'hui. C'est parfait. Le temps ne pourrait pas être plus favorable. Il paraît qu'il y a moins d'1 mètre de houle au large de la côte. Les eaux de la baie vont donc être calmes. C'est impeccable. Voilà longtemps que les chercheurs s'interrogent. Comment déchiffreront-ils les messages que nous enverront peut-être un jour les extraterrestres? Ce décryptage commence ici même, dans la baie de Monterey. Un astronome et un océanographe travaillent main dans la main pour étudier le langage des grands cétacés, dans l'espoir de mettre au point une grammaire interstellaire. Les baleines grises arrivent de Basse-Californie. Ici, nous nous trouvons au sud de la baie de Monterey. Et ces eaux sont une formidable réserve de nourriture, mais elles sont remplies d'orques. Par conséquent, certaines baleines grises viennent se ravitailler dans la baie, au risque d'être attaquées par ces orques, tandis que d'autres choisissent de poursuivre leur route sans s'arrêter. Sean Henser prépare les enregistrements sous-marins. S'il n'a aucun moyen de savoir à quoi pourrait ressembler un signal extraterrestre, il connaît en revanche parfaitement le chant des baleines et a déjà enregistré de nombreuses espèces de cétacés. Aujourd'hui, il va écouter des baleines grises. Ceci est un hydrophone, un microphone sous-marin. Il permet de recueillir de nombreux sons, depuis des fréquences très basses jusqu'à des sons beaucoup plus aigus que ceux perçus par l'oreille humaine. Nous sommes très contents de ce modèle. Nous l'utilisons depuis quelques années pour enregistrer les différentes espèces. Après 2 heures d'attente, un groupe de baleines grises apparaît. Apparemment, c'est un groupe de baleines, à 2 ou 3 milles de nous. J'essaie de déterminer leur direction. Comme vous le voyez, elles avancent en zigzagant.
Cela fait 3 jours que les 2 scientifiques sont sur la piste de ces baleines sans succès. Mais Lawrence Doyle est persévérant. La recherche d'intelligence extraterrestre lui a appris à être patient. Allez, voilà, elle plonge. Mon travail avec les baleines m'a permis de me rendre vraiment compte à quel point elles sont différentes de nous. Nous vivons sur la même planète, sous les mêmes étoiles, et pourtant nous n'avons rien en commun. Grâce à ces travaux, nous saurons comment traiter un signal extraterrestre lorsque nous en capterons un. Nous apprenons aussi à élargir notre champ d'imagination et à nous garder de faire de l'ethnocentrisme. Les hommes ont déjà du mal à communiquer entre eux. Avec d'autres espèces terrestres, c'est encore une autre affaire. Alors si un signal extraterrestre parvient un jour jusqu'à nous, nous devons nous préparer. À Moscou aussi, on s'intéresse de près à la communication avec les extraterrestres. Non pas dans un avenir hypothétique, mais dès aujourd'hui. Alexander Zaïtsev a mis au point une méthode pour envoyer des messages jusqu'aux confins de la Voie lactée. Destinataire inconnu. Je voudrais clarifier un point. Certains pensent que ces messages devraient être courts, d'autres jugent qu'ils devraient contenir beaucoup d'informations. Cela fait longtemps qu'on en débat, et ces 2 points de vue ont leurs adeptes. Alexander Zaïtsev a déjà expédié de nombreuses missives dans l'espace pour le compte de l'Académie russe des sciences. D'ailleurs, la prestigieuse Académie a fait de cette activité une spécialisation à part entière, le METI, une abréviation qui désigne l'envoi de messages vers des êtres extraterrestres. À Moscou, l'ingénieur prépare justement un nouvel envoi avec son équipe. Il reste à choisir vers quelle étoile il sera dirigé. Pourquoi je me passionne pour cette question? Eh bien, il faut croire que mon intellect est conçu de cette façon. Certains se passionnent pour les voitures de luxe, moi pas. D'ailleurs, je ne gagne pas assez pour en acheter. En revanche, je suis très compétent quand il s'agit d'envoyer un message radio interstellaire. Ces activités menées en Russie ne sont pas du goût de tout le monde. Astronome et écrivain, David Brin dénonce la naïveté d'Alexander Zaïtsev et juge son projet très dangereux. Selon lui, il n'est pas exclu que des extraterrestres hostiles viennent un jour anéantir notre planète. Nous pourrions être attaqués. Il est plus facile d'expédier une bombe à travers l'espace qu'un vaisseau spatial rempli de colons. De nombreux scénarios de science-fiction envisagent l'envoi de bombes intelligentes sur une civilisation émergente qui diffuse des messages dans l'espace. Ceci pour tuer dans l'œuf une civilisation rivale. Il est possible de créer des machines capables de se déplacer de planète en planète et d'y prélever des matières premières pour construire d'autres robots. C'est ce qu'on appelle des machines von Neumann. Je ne prétends pas qu'il existe 1 million de sondes von Neumann sanguinaires à proximité de notre système solaire prêtes à nous sauter dessus. Mais je demande qu'on m'apporte la preuve du contraire. Cet homme est-il un danger pour l'humanité ou un ambassadeur de la Terre dans l'univers? Pour l'heure, Alexandre Zaïtsev se concentre sur les problèmes techniques que pose ce nouvel envoi. Il connaît bien les critiques que lui adressent ses confrères. Pourtant, il poursuit son projet inlassablement
et rien ni personne ne semble pouvoir l'en empêcher. Pour pouvoir diffuser un tel message vers l'espace, Zaïtsev utilise une puce électronique qui convertit les données informatiques. Le texte du message interstellaire part de l'ordinateur et passe dans cette interface qui transforme les informations numériques en signal radio analogique. Pour ce faire, nous utilisons ce circuit intégré. L'ancienne interface, qui remplissait les mêmes fonctions, était encore plus volumineuse. Vous pouvez vous amuser à comparer les deux. Après transformation, le signal radio passe dans un émetteur jusqu'à l'antenne, avant de partir vers le cosmos. Il existe déjà une émission de radio destinée aux extraterrestres. Son producteur enregistre aujourd'hui un spot de publicité, sans doute pour augmenter sa part d'audience. Bonjour à tous. Je suis le docteur David Livingstone, créateur et présentateur du Space Show. J'ai un message pour vous. Nous voulons savoir comment nous déplacer dans l'espace de façon sûre et abordable. Nous avons besoin de votre aide. Je vous assure que nous serons de bons citoyens dans la communauté intergalactique. C'est promis. Le Space Show collabore avec une entreprise basée en Floride, spécialisée dans l'envoi de messages interstellaires au moyen d'un émetteur mobile. Son offre d'appel commence à 99 $. Pour quelle clientèle? Toute personne qui rêve de parler à E.T., mais qui n'en a pas encore eu l'occasion. Et visiblement, le concept rapporte. L'État de Floride ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour accorder aux entrepreneurs une autorisation d'émission. Je m'appelle Jim Lewis et je travaille pour le réseau Deep Space Communications. Nous envoyons des messages dans l'espace pour des particuliers et divers organismes. Texte, vidéo, musique, Jim diffuse tous les messages tant qu'ils ne sont pas jugés contraires à la morale. Le client doit simplement prouver qu'il dispose des droits de diffusion pour ce qu'il souhaite envoyer. Voilà comment ça fonctionne. Le signal vidéo est traité par cette installation électronique, puis il passe par un émetteur à fréquence radio, avant d'être envoyé dans l'espace par l'antenne. Bonjour, je suis le docteur David Livingstone. J'ai un message pour vous. Certains nous envoient un email, d'autres passent par notre site, et d'autres enfin nous envoient un CD, un DVD ou une cassette. Voulez-vous partager votre technologie avec nous? Je suis sûr que vous avez trouvé mieux que nos fusées chimiques. On a besoin de votre aide. Après avoir diffusé le message, nous remplissons un journal certifié par un ingénieur. Il récapitule l'heure, la puissance de l'émetteur, la hauteur et l'orientation de l'antenne, ce qui permet de calculer la destination du message dans l'espace. Ensuite, nous adressons ce document au client concerné. Chez Deep Space, on est au courant du danger potentiel de ce type d'activité. Mais Jim Lewis a la conscience tranquille. Après tout, sa société n'est pas la seule à envoyer des signaux dans l'espace. Les chaînes de télévision aussi y diffusent quotidiennement leurs images. Il serait naïf d'oublier que nous envoyons tous les jours des informations dans l'espace depuis la Terre au moyen de divers appareils électroniques. Nous émettons des signaux en permanence. Nous sommes déjà très exposés, mais ils veulent nous rendre encore plus vulnérables. Ils semblent penser que c'est une nécessité, qu'il faut absolument se manifester. Coucou, on est là.
Cet argument, selon lequel nous sommes déjà visibles, est donc ridicule. Leur objectif est d'accroître encore cette visibilité, mais nous disons qu'il faut consulter les scientifiques du monde entier et en discuter. Pourtant, c'est bien l'Académie internationale d'astronautique qui a encouragé le développement des émissions à caractère scientifique ou privé vers l'espace. Chaque année, les grands acteurs du secteur spatial se retrouvent pour échanger leurs points de vue sur les dernières évolutions technologiques et politiques. Au programme des débats organisés à Valence en 2006, un accord international qui doit interdire dans le monde entier l'envoi de messages vers les extraterrestres. Car pour certains scientifiques et responsables politiques, la menace des extraterrestres pour notre planète n'est plus un scénario de science-fiction. Ancien diplomate américain, Michael Michaud est l'un des pères de ce projet. Si vous partez de l'étoile la plus proche en voyageant à 1/10 de la vitesse de la lumière, il vous faudra 43 ans pour atteindre la Terre. À l'échelle humaine, c'est beaucoup. Mais s'il s'agit d'un vaisseau spatial non habité, d'une simple machine, le temps n'a aucune importance. Et qui sait si les êtres qui enverront ce vaisseau hypothétique ne seront pas dotés de la vie éternelle? S'ils vivent plusieurs milliers d'années, un voyage de 43 ans sera négligeable pour eux. Le groupe de travail METI réuni à Valence est partagé. Les tenants de l'accord rappellent les dangers qui pourraient venir de l'espace. Les autres jugent qu'un traité international mettrait en péril leur travail scientifique. Alexander Zaitsev est absent. Mais au final, les nouvelles sont plutôt bonnes pour lui. Les participants ne parviennent pas à se mettre d'accord. Il peut donc continuer à envoyer des messages en toute légalité. Quant à Michael Michaud, il entend bien continuer à se battre pour imposer son idée. Il faut que des pourparlers internationaux aient lieu avant l'envoi de tout message important à une autre civilisation. En 1989, Michael Michaud soumet à l'ONU un premier protocole encadrant la communication avec les extraterrestres. Celui-ci interdit aux scientifiques de répondre à un quelconque signal extraterrestre sans en référer au préalable à la communauté internationale. Le texte ne réglemente cependant pas l'envoi de messages. Avec d'autres confrères, Michaud élabore donc un nouvel accord. Mais ce dernier n'est pas prêt d'être ratifié. La communauté scientifique est très divisée sur le sujet et l'ONU n'est pas intéressée. Il faut envisager l'existence de civilisations hostiles à notre égard. Elles pourraient même nous considérer comme une menace potentielle. J'ignore quelle réponse il faut y apporter. Mais il est nécessaire d'organiser un débat entre personnes sensées pour envisager tous les scénarios possibles et déterminer quel est le plus vraisemblable. J'espère que nous arriverons alors à une décision. Envoyer un message au contenu mûrement réfléchi ou ne rien entreprendre. Mais on l'a dit, de nombreux messages sont déjà en route vers l'espace et personne ne peut leur faire demi-tour. Le lancement de la bouteille à la mer interstellaire la plus spectaculaire date des années 1970. Le projet Voyager. À l'origine, 2 sondes spatiales doivent partir explorer les planètes situées hors du système solaire, avant de disparaître dans les tréfonds de l'univers une fois leur mission accomplie. Mais très vite, la NASA comprend que Voyager pourrait jouer un rôle bien plus important et devenir un ambassadeur de l'humanité dans l'espace. Voyager était la première sonde envoyée dans l'espace interstellaire. Nous avons décidé d'en profiter pour y joindre un message venu de la Terre qui a pris la forme d'un disque analogique gravé de sillon à l'ancienne. À une différence près, il comportait non seulement des sons, mais aussi des images de notre planète. Frank Drake a contribué à créer ce disque.
Aujourd'hui encore, il en conserve une copie dans son grenier qu'il ressort volontiers de temps à autre. C'est le dessus du boîtier contenant le disque embarqué sur Voyager 1 et 2. J'ai moi-même conçu tous les diagrammes qui figurent ici, y compris celui qui ressemble à une araignée. Il schématise en fait l'emplacement de la Terre par rapport aux étoiles. Et l'atome d'hydrogène a été utilisé pour représenter le temps. Le message doit être facile d'accès pour les extraterrestres. Le disque est donc fixé à l'extérieur de la sonde. Mais il faut encore le protéger contre tout risque d'altération, puisqu'il doit rester lisible pendant plusieurs millions d'années. L'or s'impose comme le matériau idéal pour le boîtier et pour son contenu. Pour faciliter la tâche au destinataire du disque, Frank Drake y joint un appareil permettant de le lire et un mode d'emploi. Mais le plus délicat est le choix des informations à enregistrer sur ce disque. Comment satisfaire la curiosité des extraterrestres ? Il nous a paru superflu d'envoyer des informations scientifiques, puisqu'ils possèdent a priori des connaissances supérieures aux nôtres. En revanche, ils voudront sans doute connaître la nature particulière de notre planète, ainsi que nos caractéristiques physiologiques et sociologiques. Enfermées dans les sillons du disque en or, ces images de la Terre offrent un instantané de notre civilisation dans les années 1970. Frank Drake s'est efforcé de dresser un tableau aussi équilibré que possible de notre planète. Pour la première fois, nous étions capables d'expédier un message au-delà des frontières du système solaire. Cela témoignait du haut niveau de technologie que nous avions atteint. Et en bonus, des messages amicaux en 22 langues. Herzliche Grüße an alle. Hello from the children of planet Earth. Shalom. धरती के वासियों की ओर से नमस्कार. Hola y saludos a todos. Des sons venus de notre planète. Et de la musique, de Louis Armstrong à Jean-Sébastien Bach. Dans 4 milliards d'années, le Soleil se dilatera et nous serons anéantis. Pourtant, ces deux disques continueront à tracer leur route dans l'espace. Ce seront peut-être les dernières preuves de notre existence qui subsisteront. Ils sont donc d'une grande importance et je suis fier d'avoir contribué à leur réalisation. Aujourd'hui, une entreprise du secteur spatial prépare la diffusion dans l'univers du dernier secret de l'existence humaine. C'est notre code génétique que nous allons prochainement envoyer aux extraterrestres, accompagné de messages d'enfants. Привет, инопланетяне! Космос, космос, я Земля. Хочу наладить контакт. Дорогие инопланетяне, будьте хорошими, и мы вас примем на нашу Землю. Как вы там живете? Если хотите, прилетите к нам на Землю. У нас тоже хорошо. Chaque enfant envoie également un de ses cheveux. En effet, les cheveux contiennent notre ADN et renferment donc toutes les informations nécessaires à une civilisation évoluée pour se familiariser avec le genre humain. Est-ce un simple cadeau pour ceux qui le découvriront ou une invitation au clonage? Здравствуйте, меня зовут Тайсон. Я хочу вам передать мои волосы, чтобы вы потом сделали меня такой же. Для того, чтобы инопланетяне могли сделать мою копию. Привет с другой планеты. Seront-ils un jour clonés par une civilisation extraterrestre simplement parce qu'une entreprise spatiale s'est permis cette plaisanterie?
La communauté SETI pense que toutes les espèces extraterrestres évoluées sont amicales. J'ignore si c'est vrai. Il n'y a pas de preuves. Mais il est possible qu'il existe des civilisations extraterrestres qui ne soient pas du tout amicales. Si c'est le cas, ont-elles les moyens de nous nuire? Je n'en sais rien. Et c'est bien là le problème. Nous ne le savons pas. Pour envoyer ces messages, Alexander Zaïtsev doit se rendre en Ukraine. C'est ici, au bord de la mer Noire, que se trouve le radiotélescope d'Eupatoria, l'une des 2 antennes géantes au monde dotées d'un émetteur suffisamment puissant. Mais aujourd'hui, sa visite s'annonce épineuse. Il sait parfaitement que ses activités sont accueillies par certains avec une grande hostilité. Vous comprenez, c'est une question extrêmement délicate. Je me suis fait ma propre opinion. Mais lorsque j'essaie de l'expliquer, je me heurte à l'incompréhension générale. Rares sont les gens qui partagent ma façon de voir les choses. Dès son arrivée, les difficultés commencent. Zaïtsev a beau avoir pris rendez-vous plusieurs mois à l'avance, on ne le laisse pas entrer. Il tente de joindre un responsable, mais celui-ci ne le prend pas au téléphone. Il semble de plus en plus évident que l'ingénieur a un adversaire derrière ses murs. Auparavant, le télescope appartenait à l'institut dirigé par Alexander Zaïtsev. Mais depuis le démantèlement de l'Union soviétique, il dépend du ministère des Sciences ukrainien. Le lendemain, le ministère des Sciences d'Ukraine confirme à Zaïtsev que sa mission est bien autorisée, mais précise qu'il ne peut pas lutter contre les résistances locales à Eupatoria. Je ne comprends pas. C'est une sorte de théâtre de l'absurde. Un vrai roman de Kafka. Tout ça sur cette vieille terre de Crimée. Ça m'échappe complètement. Quelqu'un y comprend quelque chose? Moi pas. Cette situation est complètement ridicule. On ne peut rien imaginer de pire. Je ne vois vraiment pas ce que je peux y faire. Mais je tiens à dire ceci. Eupatoria, c'est fini. Je m'en vais. Adieu, Eupatoria. Ça suffit. Quel genre de message enverrait une espèce dont nous ne pourrions pas comprendre la langue? Pour décrypter les signaux inconnus, Lawrence Doyle et Sean Heinze se proposent d'abord de répertorier le contenu en informations de différents langages. D'abord, celui des baleines. Tu peux lancer l'hydrophone. On n'a pas besoin d'être tout près des baleines pour les enregistrer. Les sons qu'elles émettent circulent facilement dans l'eau, surtout dans les basses fréquences. Une fois l'hydrophone en place, nous allons les laisser s'approcher un peu et enregistrer les sons pendant qu'elles passent. L'enregistrement est en cours. Pour communiquer entre elles, les baleines émettent des sons qui semblent déjà venir d'un autre monde. Dans ses recherches, Lawrence Doyle s'appuie sur la théorie de l'information, élaborée tout d'abord à partir des télécommunications et qui permet de quantifier les informations transmises dans les communications à distance. Il est le premier à appliquer cette théorie au monde animal. Selon nous, la compréhension des signaux est un facteur de survie chez les animaux, et notamment chez les cétacés. Ils doivent communiquer pour s'accoupler, coordonner l'attaque des bancs de poissons et leur façon de se nourrir. Appliquée aux baleines, la théorie de l'information nous aide à mieux comprendre la richesse de leur langage.
face à un signal extraterrestre. Cela nous permettra aussi de saisir la complexité du mode de communication utilisé. Les mauvaises langues prétendent que le projet SETI ferait mieux de braquer ses récepteurs sur Hollywood, au lieu de les tourner vers le ciel. Après tout, les seuls extraterrestres que l'on peut espérer rencontrer pour l'instant sont ceux des studios de cinéma. Cela fait longtemps que le 7e art a inventé des réponses aux questions que se posent les scientifiques. Tous les enfants savent à quoi ressemble un extraterrestre. Et la nuit, sur le mythique Hollywood Boulevard, on peut croiser quelques héros du cinéma d'horreur et de science-fiction. Voici l'atelier d'Alec Gillis et de Tom Woodruff. Les créations de ces deux artistes ont influencé notre représentation des extraterrestres. Quand on nous demande de créer un extraterrestre pour un film, nous proposons avant tout une créature qui servira les besoins de l'intrigue. Selon le contexte, il devra être dangereux, réfléchi ou bienveillant. Il pourra avoir des objectifs ambigus. Notre but est donc de lui donner une apparence qui, dans l'esprit des spectateurs, complétera sa personnalité. Il existe une théorie en exobiologie selon laquelle toute forme de vie susceptible d'exister sur une autre planète aurait sans doute une certaine ressemblance avec ce que nous connaissons sur Terre. En d'autres termes, rien ne peut nous paraître complètement étranger ou complètement illogique. On connaît des formes de vie qui se développent dans des environnements extrêmes, comme les vers tubicoles qui vivent au fond des océans, dans des eaux très chaudes et sulfureuses. Ça nous semble déjà très extraterrestre. Je dis toujours que les créatures les plus étranges se trouvent en fait dans notre jardin. Pour son livre fantastique Worlds, Alec Gillis s'est inspiré des êtres peuplant notre planète, en associant d'une façon inédite les parties du corps de différentes espèces. Ces nouvelles créatures qui voient ainsi le jour ne nous paraissent pas improbables. La communauté scientifique, quant à elle, se déchire pour savoir si les extraterrestres sont ou non semblables aux espèces que nous connaissons sur Terre. Après tout, leur apparence pourrait très bien dépasser toutes les élucubrations de notre imagination forcément limitée. Même dans ce domaine, l'inventivité d'Hollywood doit parfois céder devant des nécessités très prosaïques. C'est celui d'Alien, la résurrection. Il a un cou très étiré, notamment parce que nous voulions lui donner une allure de vautour, mais aussi pour pouvoir y loger la tête d'un acteur. Ces découpes sont surtout là pour permettre à ce dernier de voir et de respirer. Il faut non seulement penser à la personnalité de l'alien et à son rôle dans le film, mais aussi au comédien qui se trouvera à l'intérieur. Celui-ci devait avoir un air menaçant et dangereux, à la fois sinistre et effrayant. Les yeux en amande sont étirés sur les côtés. La bouche est très petite et le nez pratiquement plat. Et tout autour, on a ajouté des éléments qui suscitent naturellement la peur. Les joues creuses qui font ressortir exagérément les pommettes, ou les tempes légèrement concaves. Tout est conçu de façon à évoquer un crâne, des arcades sourcilières aux pommettes. L'image des extraterrestres, dans l'esprit du grand public, est influencée par nos travaux. Mais nous aidons aussi le monde à identifier ses peurs ou ses espoirs dans nos réalisations. Car nous-mêmes, nous les identifions dans notre travail. La créature derrière moi incarne une peur, tandis qu'un personnage comme E.T. représente un espoir. Le succès de nombreux films de science-fiction illustre bien la fascination qu'exercent les extraterrestres sur l'humanité. Les années 1950 voient la naissance du mythe des ovnis. Très vite, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un vaisseau spatial fait la une des médias. Ever been skeptical of flying saucers? Well, would you believe a real-life saucer aircraft right out of science fiction? It's the after-hours pet project of aeronautics professor Paul Muller of the University of California, who is ready to test fly it. Its diameter is 14 feet. Everybody ready? The
Mais à la même époque se développe en parallèle une véritable peur de ces ovnis hostiles, capables de détruire notre planète et d'anéantir l'humanité. Ces scénarios sont-ils vraisemblables? Selon les scientifiques, quelle est la probabilité de recevoir un jour la visite des extraterrestres? Help wanted, a crew of Little Green Men. Les distances qui séparent les étoiles sont considérables. Au vu de nos connaissances scientifiques, nous jugeons qu'il n'est pas possible, concrètement, d'atteindre un autre système stellaire. Il vaut mieux parier sur des échanges électroniques. Les ondes radio seront notre principal mode de contact avec ces êtres intelligents. On peut bien sûr envisager qu'ils nous envoient des robots capables de se répliquer tout seuls. Mais pourquoi le feraient-ils? D'autant que ces robots peuvent devenir fous et se retourner contre leur propre constructeur. Sur la base des connaissances actuelles, un contact physique n'est pas envisageable. Pourtant, un grand nombre de personnes pensent que les ovnis sont parmi nous depuis longtemps et que le gouvernement américain fait de la rétention d'informations à ce sujet. L'armée de l'air a déjà dû s'expliquer maintes fois à la télévision. The Air Force has been accused from time to time of hiding information about the UFO. What do you have to say to that, Colonel Patton? Well, these charges are absolutely untrue. Actually, the United States Air Force releases statistics on the UFO phenomena through the Department of Defense press desk periodically. And we've always honored accredited media when they want to investigate a given specific sighting. There's nothing to hide. There's nothing to hide at all. Comment se fait-il alors que de si nombreux témoins déclarent avoir vu des ovnis? Et toutes ces photos sont-elles de simples montages? Dans la plupart des cas, il s'agit d'illusions d'optique ou de maquettes construites par les soi-disant témoins et suspendues au bout d'un fil de nylon devant l'objectif. Mais pour un petit nombre de témoignages, la science ne peut apporter aucune explication. Et de tels événements se produisent partout dans le monde. Il existe un lieu cependant où le nombre d'ovnis observés bat tous les records. Dans l'État américain du Nevada, beaucoup jugent que la recherche d'une intelligence extraterrestre est tout simplement superflue. Car depuis cette route, surnommée l'autoroute extraterrestre, on observe régulièrement des engins volants venus d'ailleurs. Les extraterrestres sont-ils déjà là? Le Little Hailey Inn est le seul bar-restaurant à 80 km à la ronde. C'est aussi l'unique point de ralliement pour les habitants de la localité de Rachel, qui n'est en réalité qu'un ensemble de mobil-hommes. Ici, on n'a aucun doute. Les extraterrestres nous rendent visite régulièrement. Je crois vraiment qu'ils existent. En 1972, j'avais 9 ans. J'étais à une réunion de famille avec ma sœur aînée et nous avons tous les deux vu la même chose au même moment. Un grand disque gris, gros comme 3 ou 4 pâtés de maison. Ça se passait au sud de la Californie, en plein jour. Je me suis retourné, ils avaient disparu. Je me suis tourné une seconde fois, ils étaient là à nouveau. Voilà plusieurs semaines que Glenn, le cuisinier du Little Hailey Inn, remarque tous les soirs un curieux point lumineux dans le ciel. Selon lui, ce n'est pas une étoile. Alors de quoi s'agit-il?
Ça, c'est pas une étoile. C'est trop bas. C'est quoi, selon vous? Je n'en ai aucune idée. Mais samedi ou dimanche soir, il y avait une lueur rouge d'un côté, orange de l'autre, et rien au milieu. Le lendemain, il n'y avait qu'un seul point très lumineux, le rouge et l'orange avaient disparu. Et c'est presque toujours au même endroit. C'est peut-être sur la montagne. Non, c'est au-dessus de la station de communication. À la tombée de la nuit, la lumière est assez haute, puis elle perd de l'altitude entre 21h et 23h, et ensuite, elle reste là, comme suspendue. Quel est donc ce point lumineux qui intrigue à ce point les habitants et les visiteurs de passage? Est-il concevable que des ovnis survolent le désert du Nevada sans être repérés par les écrans radars de l'aviation américaine? Et pourquoi la communauté scientifique s'intéresse-t-elle si peu à ce type de phénomène? Je l'observe tous les soirs, pour bien m'assurer que je n'ai pas de vision. Je comprends. Beaucoup de gens s'intéressent aux mythes. Ils veulent savoir si tout cela est bien vrai. D'autres ont eux-mêmes observé des phénomènes, par exemple des lumières ou des objets volants. Ils viennent ici pour échanger leurs impressions avec d'autres témoins qui ont vécu le même genre de choses. La clé du mystère se cache derrière les collines qui bordent l'autoroute extraterrestre. Discrètement logé dans une vallée se trouve un terrain d'essai, la base aérienne de Nellis. L'aviation américaine y teste des prototypes d'avions de chasse à quelques kilomètres seulement de la petite ville de Rachel. Dans ce paysage désertique, le retraité Dave Sims passe le plus clair de son temps sur la petite plateforme d'observation qu'il a lui-même construite et qui lui offre une vue imprenable sur les ovnis de l'armée de l'air. Ici, de nouveaux avions de combat sont testés, souvent dans le plus grand secret. Si bien qu'il n'est pas complètement inexplicable que des objets volants, pour le moins difficiles à identifier, survolent périodiquement la plaine. De nombreuses technologies restent confidentielles, comme le Raptor. C'est un avion furtif. Il est capable de dévier son flux de gaz d'échappement et de rester immobile dans les airs. Il ne peut pas être repéré par les radars. Il prend l'ennemi par surprise et il attaque sans prévenir. Demandez aux talibans. Les archives gouvernementales conservées à Washington renferment des films relatifs à des projets militaires des années 1950, qui étaient alors confidentiels. À l'époque, la fièvre des ovnis fait des ravages. Plus tard, après la levée du secret militaire, de nombreux témoins persuadés d'avoir observé des ovnis apprendront qu'il s'agissait en fait de mannequins de crash test, de ballons météorologiques et de prototypes de machines volantes abandonnés par la suite. Mais bien que ces images soient rendues publiques, le phénomène ovni perdure. L'opinion publique américaine ne se satisfait pas de ces explications. La base aérienne de Nellis devient connue sous le nom de Zone 51. Une véritable mythologie se développe autour d'elle. Il s'agirait d'une zone militaire d'ultra haute sécurité. On prétend que l'armée de l'air stockerait dans un bunker souterrain des épaves d'ovnis pour en étudier la conception et s'en inspirer. Aucune preuve ne vient étayer ces hypothèses. Et le gouvernement américain refuse de se prononcer sur ces rumeurs. Ce qui conforte les adeptes de la théorie du complot, puisque les autorités ne démentent pas. Face à la pression populaire,
le gouvernement américain finit par commanditer en 1952 une enquête sur les phénomènes d'OVNI. Le rapport final, appelé projet Blue Book, fournit des explications rationnelles pour des milliers de rapports d'OVNI. Des formulaires de signalement accumulés sur plusieurs dizaines d'années sont étudiés de près. Pourtant, la méfiance ne disparaît pas. Il faut dire que certaines images, pour le moins choquantes, ont marqué à jamais les imaginations. Ainsi, ce film macabre, censé présenter l'autopsie d'un extraterrestre. Malgré sa piètre qualité et ses trucages évidents, ce document suffit à faire perdurer la légende des ovnis. Passez-moi une serviette. Il faut un peu plus de sang. La véritable autopsie d'un extraterrestre. En quelques décennies, les autopsies d'extraterrestres sont devenues un élément incontournable de la culture populaire américaine. La vente de babioles à l'effigie d'extraterrestres est une activité lucrative. Les gens s'intéressent à l'univers, mais ces créatures humanoïdes aux yeux énormes, c'est un peu trop facile. C'est amusant de réfléchir à tout cela. Mais je crois que la réalité dépassera tout ce que nous pouvons imaginer si les extraterrestres existent. Exactement. La science est bien plus passionnante, parce que la nature ne cesse de nous surprendre. Grâce à leur ordinateur, Lawrence Doyle et Sean Heinzer décomposent les enregistrements des baleines et analysent la structure des sons. Ils y découvrent une hiérarchie très nette qu'ils n'avaient jusqu'alors observée que dans les langues humaines. Les baleines juxtaposent de petits segments sonores pour construire des phrases qu'elles répètent inlassablement. Telle est l'origine de leur chant. Mais pour les chercheurs, il ne s'agit pas d'une langue à proprement parler, car cette forme de communication est loin d'être aussi sophistiquée que la nôtre. Si l'on en croit certains anthropologues, c'est la complexité des sociétés qui détermine la complexité des systèmes de communication. Cela reste à prouver. Mais si c'est vrai, alors en mesurant la richesse d'un système de communication extraterrestre, nous pourrons nous faire une idée précise de la complexité de leur société. Dans ses romans de science-fiction, David Brin a souvent imaginé la forme que pourrait prendre un signal venu de l'espace. Aura-t-il un jour l'occasion d'en entendre un vrai? Pour l'heure, l'univers reste enveloppé de silence. Il existe peut-être beaucoup d'espèces extraterrestres intelligentes qui choisissent de ne pas se manifester. Pourquoi ne suivons-nous pas leur exemple? Elles ont peut-être de bonnes raisons pour rester silencieuses. Rester silencieux. Voilà qui n'est guère compatible avec les projets d'Alexander Zaitsev, qui remue ciel et terre pour réussir à faire partir son prochain message, dans l'intérêt de l'humanité, à ses yeux. Et si ce n'est pas possible à Eupatoria, il tentera sa chance ailleurs. Nous ne comptons divulguer aucune information stratégique, aucun secret. Uniquement des éléments qui nous semblent intéressants et qui devraient l'être pour eux aussi. Par exemple, de la musique classique, des œuvres de Beethoven ou de Tchaïkovski. Expliquez-moi en quoi tout cela est secret. Au contraire, nous envoyons ce que l'art et la culture ont produit de meilleur. Notre littérature, par exemple, ou notre conception de la beauté. Derrière tout cela, il y a une ambition humaniste. Et je ne vois pas ce que ça a de criminel.
Si nous expédions en cadeau tout ce que nous possédons, notre culture, notre musique, nos sciences et nos livres, qu'est-ce qu'il nous restera à échanger? Ceux qui agissent ainsi entreront peut-être dans l'histoire comme les pires traîtres de l'humanité. David Brin critique vivement ces terriens qui veulent faire connaître l'humanité dans l'univers tout entier. Il est l'un des rares à s'élever contre leurs activités et il s'en étonne d'ailleurs. Après tout, c'est la sécurité de notre planète qui est en jeu. La Terre est extrêmement fragile. Nous savons déjà qu'une forme de vie intelligente, la nôtre, est capable à elle seule de la mettre en péril. Notre planète n'en supporterait peut-être pas une deuxième. J'apprécie la diversité et la tolérance. Mais l'humanité doit se ressaisir. C'est une priorité absolue. La semaine prochaine, nous aborderons un sujet épineux, l'exploitation scientifique et commerciale du corps humain. Alors à bientôt. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec le magazine Pour la Science. Dans un instant. Perdu dans la campagne ukrainienne se dresse un radiotélescope géant. Avec ses 70 mètres de diamètre, c'est l'une des 2 installations au monde permettant d'émettre de puissants signaux vers l'espace. Un bon moyen pour adresser des messages aux civilisations extraterrestres. Je m'appelle Alexander Leonidovitch Zaitsev. Mon activité consiste à envoyer des messages vers nos hypothétiques frères de l'espace. Selon certains, c'est une occupation pour excentriques, mais à mes yeux, c'est une affaire sérieuse. En fait, je considère que c'est une véritable mission. Mais lorsque j'essaie d'expliquer cela, les gens ne me comprennent pas. Rien ne me semble plus cauchemardesque que la perspective d'établir le contact avec une technologie supérieure venue de l'espace. Je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls êtres à respirer et à réfléchir. S'ils étaient intelligents, ils nous auraient déjà contactés. On a vu un immense disque gris, gros comme 3 ou 4 pâtés de maison. J'imagine que ce seront des organismes cellulaires. Venez en paix. Et voilà, elle plonge. Je m'appelle Laurence Doyle et je suis chercheur à l'Institut SETI. Je localise les planètes extrasolaires et j'étudie la communication animale en vue d'une application à la recherche d'une intelligence extraterrestre. Sur notre planète, nous avons la possibilité de nous pencher sur les systèmes de communication non humains.
Nous enregistrons des baleines à bosse, des grands dauphins, des baleines grises et d'autres cétacés. L'objectif est d'arriver un jour à décrypter un signal extraterrestre. Les conditions sont excellentes aujourd'hui. C'est parfait. Le temps ne pourrait pas être plus favorable. Il paraît qu'il y a moins d'1 mètre de houle au large de la côte. Les eaux de la baie vont donc être calmes. C'est impeccable. Voilà longtemps que les chercheurs s'interrogent. Comment déchiffreront-ils les messages que nous enverront peut-être un jour les extraterrestres? Ce décryptage commence ici même, dans la baie de Monterey. Un astronome et un océanographe travaillent main dans la main pour étudier le langage des grands cétacés, dans l'espoir de mettre au point une grammaire interstellaire. Les baleines grises arrivent de Basse-Californie. Ici, nous nous trouvons au sud de la baie de Monterey. Et ces eaux sont une formidable réserve de nourriture, mais elles sont remplies d'orques. Par conséquent, certaines baleines grises viennent se ravitailler dans la baie, au risque d'être attaquées par ces orques, tandis que d'autres choisissent de poursuivre leur route sans s'arrêter. Sean Henser prépare les enregistrements sous-marins. S'il n'a aucun moyen de savoir à quoi pourrait ressembler un signal extraterrestre, il connaît en revanche parfaitement le chant des baleines et a déjà enregistré de nombreuses espèces de cétacés. Aujourd'hui, il va écouter des baleines grises. Ceci est un hydrophone, un microphone sous-marin. Il permet de recueillir de nombreux sons, depuis des fréquences très basses jusqu'à des sons beaucoup plus aigus que ceux perçus par l'oreille humaine. Nous sommes très contents de ce modèle. Nous l'utilisons depuis quelques années pour enregistrer les différentes espèces. Après 2 heures d'attente, un groupe de baleines grises apparaît. Apparemment, c'est un groupe de baleines, à 2 ou 3 milles de nous. J'essaie de déterminer leur direction. Comme vous le voyez, elles avancent en zigzagant. Cela fait 3 jours que les 2 scientifiques sont sur la piste de ces baleines sans succès. Mais Lawrence Doyle est persévérant. La recherche d'intelligence extraterrestre lui a appris à être patient. Allez, voilà, elle plonge. Mon travail avec les baleines m'a permis de me rendre vraiment compte à quel point elles sont différentes de nous. Nous vivons sur la même planète, sous les mêmes étoiles, et pourtant nous n'avons rien en commun. Grâce à ces travaux, nous saurons comment traiter un signal extraterrestre lorsque nous en capterons un. Nous apprenons aussi à élargir notre champ d'imagination et à nous garder de faire de l'ethnocentrisme. Les hommes ont déjà du mal à communiquer entre eux. Avec d'autres espèces terrestres, c'est encore une autre affaire. Alors si un signal extraterrestre parvient un jour jusqu'à nous, nous devons nous préparer. À Moscou aussi, on s'intéresse de près à la communication avec les extraterrestres. Non pas dans un avenir hypothétique, mais dès aujourd'hui. Alexander Zaitsev a mis au point une méthode pour envoyer des messages jusqu'aux confins de la Voie lactée. Destinataire inconnu. Je voudrais clarifier un point. Certains pensent que ces messages devraient être courts, d'autres jugent qu'ils devraient contenir beaucoup d'informations. Cela fait longtemps qu'on en débat, et ces 2 points de vue ont leurs adeptes. Alexander Zaitsev a déjà expédié de nombreuses missives dans l'espace pour le compte de l'Académie russe des sciences. D'ailleurs, la prestigieuse académie a fait de cette activité une spécialisation à part entière, le METI, une abréviation qui désigne l'envoi de messages vers des êtres extraterrestres. À Moscou, l'ingénieur prépare justement un nouvel envoi avec son équipe. Il reste à choisir vers quelle étoile il sera dirigé.
Pourquoi je me passionne pour cette question? Eh bien, il faut croire que mon intellect est conçu de cette façon. Certains se passionnent pour les voitures de luxe, moi pas. D'ailleurs, je ne gagne pas assez pour en acheter. En revanche, je suis très compétent quand il s'agit d'envoyer un message radio interstellaire. Ces activités menées en Russie ne sont pas du goût de tout le monde. Astronome et écrivain, David Brin dénonce la naïveté d'Alexander Zaïtsev et juge son projet très dangereux. Selon lui, il n'est pas exclu que des extraterrestres hostiles viennent un jour anéantir notre planète. Nous pourrions être attaqués. Il est plus facile d'expédier une bombe à travers l'espace qu'un vaisseau spatial rempli de colons. De nombreux scénarios de science-fiction envisagent l'envoi de bombes intelligentes sur une civilisation émergente qui diffuse des messages dans l'espace. Ceci pour tuer dans l'œuf une civilisation rivale. Il est possible de créer des machines capables de se déplacer de planète en planète et d'y prélever des matières premières pour construire d'autres robots. C'est ce qu'on appelle des machines von Neumann. Je ne prétends pas qu'il existe 1 million de sondes von Neumann sanguinaires à proximité de notre système solaire, prêtes à nous sauter dessus. Mais je demande qu'on m'apporte la preuve du contraire. Cet homme est-il un danger pour l'humanité ou un ambassadeur de la Terre dans l'univers? Pour l'heure, Alexandre Zaïtsev se concentre sur les problèmes techniques que pose ce nouvel envoi. Il connaît bien les critiques que lui adressent ses confrères. Pourtant, il poursuit son projet inlassablement et rien ni personne ne semble pouvoir l'en empêcher. Pour pouvoir diffuser un tel message vers l'espace, Zaïtsev utilise une puce électronique qui convertit les données informatiques. Le texte du message interstellaire part de l'ordinateur et passe dans cette interface qui transforme les informations numériques en signal radio analogique. Pour ce faire, nous utilisons ce circuit intégré. L'ancienne interface, qui remplissait les mêmes fonctions, était encore plus volumineuse. Vous pouvez vous amuser à comparer les deux. Après transformation, le signal radio passe dans un émetteur jusqu'à l'antenne, avant de partir vers le cosmos. Il existe déjà une émission de radio destinée aux extraterrestres. Son producteur enregistre aujourd'hui un spot de publicité, sans doute pour augmenter sa part d'audience. Bonjour à tous. Je suis le docteur David Livingstone, créateur et présentateur du Space Show. J'ai un message pour vous. Nous voulons savoir comment nous déplacer dans l'espace de façon sûre et abordable. Nous avons besoin de votre aide. Je vous assure que nous serons de bons citoyens dans la communauté intergalactique. C'est promis. Le Space Show collabore avec une entreprise basée en Floride, spécialisée dans l'envoi de messages interstellaires au moyen d'un émetteur mobile. Son offre d'appel commence à 99 $. Pour quelle clientèle? Toute personne qui rêve de parler à E.T., mais qui n'en a pas encore eu l'occasion. Et visiblement, le concept rapporte. L'État de Floride ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour accorder aux entrepreneurs une autorisation d'émission.
Je m'appelle Jim Lewis et je travaille pour le réseau Deep Space Communications. Nous envoyons des messages dans l'espace pour des particuliers et divers organismes. Texte, vidéo, musique, Jim diffuse tous les messages tant qu'ils ne sont pas jugés contraires à la morale. Le client doit simplement prouver qu'il dispose des droits de diffusion pour ce qu'il souhaite envoyer. Voilà comment ça fonctionne. Le signal vidéo est traité par cette installation électronique, puis il passe par un émetteur à fréquence radio, avant d'être envoyé dans l'espace par l'antenne. Bonjour, je suis le docteur David Livingstone. J'ai un message pour vous. Certains nous envoient un email, d'autres passent par notre site, et d'autres enfin nous envoient un CD, un DVD ou une cassette. Voulez-vous partager votre technologie avec nous? Je suis sûr que vous avez trouvé mieux que nos fusées chimiques. On a besoin de votre aide. Après avoir diffusé le message, nous remplissons un journal certifié par un ingénieur. Il récapitule l'heure, la puissance de l'émetteur, la hauteur et l'orientation de l'antenne, ce qui permet de calculer la destination du message dans l'espace. Ensuite, nous adressons ce document au client concerné. Chez Deep Space, on est au courant du danger potentiel de ce type d'activité. Mais Jim Lewis a la conscience tranquille. Après tout, sa société n'est pas la seule à envoyer des signaux dans l'espace. Les chaînes de télévision aussi y diffusent quotidiennement leurs images. Il serait naïf d'oublier que nous envoyons tous les jours des informations dans l'espace depuis la Terre au moyen de divers appareils électroniques. Nous émettons des signaux en permanence. Nous sommes déjà très exposés, mais ils veulent nous rendre encore plus vulnérables. Ils semblent penser que c'est une nécessité, qu'il faut absolument se manifester. Coucou, on est là. Cet argument, selon lequel nous sommes déjà visibles, est donc ridicule. Leur objectif est d'accroître encore cette visibilité, mais nous disons qu'il faut consulter les scientifiques du monde entier et en discuter. Pourtant, c'est bien l'Académie internationale d'astronomie